Bienvenue sur Invest Academy. J'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de mon PEA du mois de septembre. On est le 3 novembre. J'étais un peu fainéant, je l'avoue, mais en toute honnêteté, j'ai eu quelques soucis de santé, pas mal de cours et pas mal de boulot et un peu de démotivation également. Donc, j'ai un peu de retard sur ce bilan, mais je suis quand même très heureux de vous retrouver. Dites-moi si le son est meilleur car j'ai changé un petit peu ma sortie de micro. Et on va se focus tout de suite sur mes arbitrages du mois de septembre. Et petit disclaimer, je vais me concentrer vraiment sur la qualité en ce moment et ça marche plutôt pas mal. En novembre, là, ça rebondit bien et j'aime bien ce que j'ai fait et les choix que je fais en ce moment. Donc avant toute chose, les informations contenues dans cette vidéo sont à vocation pédagogique et fournies à titre d'information uniquement. Je ne suis pas conseiller en investissement. Le but de ces bilans est d'être le plus transparent possible et montrer mon processus d'investissement, erreur et réussite aussi, et en aucun cas montrer uniquement ma performance car ce n'est pas ce qui compte vraiment, même si au bout du compte, on veut avoir une belle performance. Petite news, désormais je vais faire des reportings trimestriels puisque vous avez vu le retard que j'ai là. C'est pas mal de retard, donc je vais vous faire un bilan trimestriel maintenant. Donc on va se retrouver pour le prochain bilan, ça sera à la fin de l'année, donc à la fin décembre. Je vous ai dit que ma stratégie allait quelque peu changer et donc je me concentre maintenant sur les sociétés de qualité récurrente, vs des cycliques comme Katana, Fountaine Pajot ou Trigano qui sont vraiment sous-évaluées, mais vu qu'elles sont cycliques, c'est normal. Je vais me concentrer plus sur des sociétés de qualité avec de la récurrence. Focus sur des sociétés avec de la visibilité, donc des carnets de commandes comme Technip Energies, des contrats pluriannuels comme Neuron par exemple. Focus sur des business simples à comprendre. Focus sur l'intégrité du management. Donc ça, c'est toujours une brique prépondérante dans mes choix quand même d'investissement parce que si le management n'est pas aligné avec les minoritaires, on va pas aller bien loin. Ensuite, focus sur le cash au bilan, même si l'allocation du capital n'est pas optimale sur les sociétés d'intérim type Synergie et Crit et les ESN, en fait, ils vont commencer à placer leur trésorerie à 3,6%. Donc finalement, ça va améliorer un peu le résultat net, on va avoir des produits financiers. Et donc finalement, le cash va rapporter du cash contrairement à ces 10 dernières années, même si c'est pas une optimisation, enfin une allocation optimale du capital, on prend ce petit matelas de sécurité. En cette période de hausse des taux, forcément, en fait, les rémunérations sur les comptes à terme augmentent. Au niveau de mon stock picking PEA sur septembre, je suis à moins 6,3%. Sur le CAC Mid Small, le CAC Mid Small est à moins 5,5. Le CAC 40 Net Return est à moins 2,8 et le Stoxx Europe X UK Small est à moins 3,7. Et là, je vous ai mis à droite les graphes du fonds France de William Higgins et il faut remonter à 10 ans pour que le fonds France de William Higgins surperforme le CAC 40 et le CAC Mid Small. Donc c'est vraiment une période longue et on voit que les small caps ne sont pas en forme. Et sur le fonds Europe, ils arrivent à faire mieux quand même parce que ils surperforment l'indice. L'indice fait 10% en 3 ans et eux, ils font quelques 60, plus de 60%, donc ils ont été très très bons. Pour rappel, c'est le fils de William Higgins qui gère ce fonds Europe. Donc voilà pour les performances des fonds small cap et des petits indices, mais au niveau des gros indices, on peut voir que depuis juillet, fin juin, début juillet, même mi-juillet, on peut voir que les indices sont en baisse, sauf actuellement on a un petit rebond en novembre. Et on peut voir en fait que le Nasdaq 100 par exemple était à presque 45%, il est redescendu à 36%. Et le CAC 40, SBF 120, Stoxx Europe 600 et S&P 500 sont en baisse vraiment depuis juillet. Même si la baisse n'est pas très significative, on est encore à 11%, presque 12% de performance sur le S&P 500 au 19 octobre. Et on voit qu'en Europe, on est un peu moins performant parce que la performance des indices américains est tirée par les GAFAM. Ici, je vous ai mis l'évolution des dividendes inclus des indices actions par taille de capitalisation sur 5 ans. Donc c'est Raphaël Giraud qui fait ça. Il fait un bilan mensuel des fonds et du marché de small et mid cap donc sur zone bourse. Donc il fait du très bon travail. Et là, on peut voir que le CAC Small a décroché en juillet très très fort. Il a perdu presque 20%. Le CAC Mid Small lui a perdu 10%. Et le CAC Large 60 a quasiment rien perdu, je dirais 5%. Allez, 10% depuis le plus haut, mais il est encore à plus 50% sur 5 ans, contrairement au CAC Mid Small qui est à peine plus 10, plus 15%, et le CAC Small qui est à 0% sur 5 ans.
Donc la liquidité s'amoindrit et les indicateurs macroéconomiques qui se sont dégradés impactent forcément ces indices et on a également pas mal de profit warning. Là, je vous ai mis la décote du CAC Mid Small par rapport au CAC 40 en bleu. Donc le CAC Mid Small, c'est le vert foncé. Le CAC 40, c'est le bleu foncé, pardon. Et donc, on voit une décote ici avec la flèche rouge à droite, qu'on a une décote de 20-25% entre la valorisation de l'indice CAC 40 et la valorisation de l'indice CAC Mid Small. Et si on va sur l'indice Argos Mid Market, qui est un indice de valorisation du private equity, on peut voir qu'on a une décote vraiment de 35 à 40%. Et je pense pas que ça soit durable, cette valorisation du private equity, parce que la dette maintenant est plus chère qu'avant, que ces 10 dernières années où on était entre 0 et 1%. Et ici, on est vraiment avec les taux qui ont augmenté, on peut plus emprunter facilement de l'argent. Et les particuliers qui avaient massivement investi dans cette classe d'actifs illiquides vont se retrouver un peu coincés et je pense que c'est pas le top, même si c'est bien en diversification de patrimoine. Ici, je vous ai mis small vs large, performance et valorisation. On peut voir qu'en fait, la performance des small cap était plus forte que celle des big cap sur ces 20 dernières années. Sauf que depuis 2018, on voit que la performance est inversée. Les résultats sont moins bons, donc moins de performance. Et également moins de flux, donc moins de performance. Et donc, du coup, depuis 2018, on peut voir une décote qui est autour actuellement de 15-20%, comme je vous l'ai dit juste avant. On sait que sur les small et mid cap, en Europe et dans le monde également, c'est un phénomène de flux. En fait, c'est les fonds qui font le marché parce que c'est les seuls qui peuvent investir les fonds small et mid cap dans ces sociétés et qui font bouger vraiment le marché avec des gros apports de liquidité parce que finalement, les ETF, ils ont un scope trop réduit, donc ils n'investissent pas dans les small et mid cap. Et donc, les particuliers également n'investissent pas beaucoup dans les small et mid cap. Et donc, on se retrouve vraiment avec un phénomène de flux, c'est-à-dire que si les fonds small et mid cap ont une décollecte, comme c'est le cas depuis 2018, et ben la classe d'actifs sous-performe, mais c'est également dû aux résultats des sociétés qui sont moins bonnes que les grosses sociétés. On passe aussi du coup au reporting de mon PEA sur septembre 2023. Vous verrez qu'après je me suis trompé, j'ai mis août tout le long. Donc valorisation, j'étais à fin août à 11 673 euros et là je suis à 11 168 euros à fin septembre. Donc qu'est-ce qui s'est passé sur ce mois de septembre? Donc j'ai investi quand même pas mal d'argent, donc j'ai plus que 22 euros en liquidité, 22,8 euros en liquidité. Apport, j'ai fait 0 euros d'apport en septembre. Moins-value, je suis sur le mois à moins 542 euros. Performance, moins 4,03%. J'ai touché 3 euros de dividendes, 3,5 euros. J'ai passé un nombre d'ordres de l'ordre de 9 contre 8 le mois dernier et nombre de lignes ETF inclus, je suis à 29 contre 28 le mois dernier. Même si ça tend à diminuer au fil du temps, j'ai une petite augmentation de mon nombre de lignes. Pour les dividendes, j'ai touché 3,5 euros, donc 3,50 € de S2I. Donc j'ai touché 2 euros sur mon PEA PME parce que j'avais 4 actions S2I qui n'est plus éligible au PEA PME. Et j'ai 3 actions sur le PEA et donc j'ai touché 1,50 € de S2I et au total ça fait bien 3 euros. On peut voir cette très forte sous-performance des small et mid cap sur ce mois de septembre parce que ma partie ETF qui est basée sur le MSCI World et le MSCI Emerging Market et la Mundi Russell 2000, on peut voir que cette partie est remontée dans mon top, dans ma pondération. On est remonté à 45% contre 43,76 pardon, le mois dernier. Et au niveau des small et mid cap, on était à 56,24% le mois dernier et on est redescendu à 54,99. Avec toujours comme objectif à moyen terme de passer à 70% en small et mid cap PEA et 30% en ETF. Même si cette pondération peut changer et passer à 80-20, c'est ce que j'aimerais, je pense. Donc au niveau de l'évolution de mon PEA qui a été ouvert le 7 juin 2021, on peut voir que je suis à 0% de performance. Mauvaise performance parce que j'ai été un piètre investisseur. Je trouve que j'apprends tous les jours de plus en plus actuellement. J'essaie de me former auprès des meilleurs et donc j'espère que ma performance va s'améliorer. Mais je suis quand même assez satisfait dans le sens où
je n'ai pas perdu énormément d'argent et je fais à peu près mano-mano avec Indépendance Expansion et Gay-Lussac Microcaps. Donc, pour moi, les deux meilleurs gérants. Il y a aussi, je pourrais mettre Jean-François Delcaire qui est très très bon. Et donc je fais mano mano avec William Higgins et Louis Defels qui sont vraiment les meilleurs gérants en France, je pense, sur les small et mid cap. Et avec Jean-François Delcaire, comme je vous l'ai dit. Mais par contre, sans les frais des fonds de gestion, ils me battent largement. Donc là, je vais essayer de me concentrer et d'améliorer franchement cette performance parce que je fais un peu de la surdiversification, je connais pas assez bien mes boîtes et donc c'est pour ça que j'ai une certaine sous-performance et ça s'explique également par un apport mensuel de liquidité qui fait que ça lisse ma performance, j'ai moins de volatilité mais j'ai également moins de performance par rapport à un investissement en one shot. On peut voir que le CAC 40 est à 15,74 au 29 septembre depuis le 7 juin 2021 et le MSCI World a une très très belle performance également. Par contre, au niveau de mon stock picking PEA que j'ai commencé le 8 avril 2022, là, je suis quand même assez satisfait. Donc, au 27 septembre, je suis à 3,11% de performance. On voit que je suis un peu moins volatile que les indices, mais j'ai une très forte baisse depuis le début du T3 2023. Et je surperforme effectivement les fonds de William Higgins et de Gay-Lussac sur cette période depuis le 8 avril 2022. Et il y a juste le CAC 40 qui me bat très largement, le TF CAC 40. Je devrais mettre le SBF 120 pour avoir une base de comparaison meilleure avec plus de mid-cap dans l'indice. Voilà ce qui était de l'évolution des performances. La première société que j'ai vendue du coup pour ce mois de septembre, c'est Saffoland. C'est une société qui fait de l'équipement de châssis pour les camions, tout simplement, les poids lourds. En fait, on a des essieux, on a des systèmes de freinage, on a des sellettes d'amarrage de remorques, on a pas mal de choses, des amortisseurs également pour les camions. C'est une très très belle société allemande, une small cap. On a un très bon retour sur les capitaux employés, on est à plus de 16%. Ils ont fait une belle acquisition de Haldex dans les disques de frein, les systèmes de freinage, une société suédoise, pardon. Et la société est très très bien gérée, mais c'est quand même une société cyclique. J'ai une thèse d'investissement qui était quand même solide. C'était de la pure value quand même, avec un forward P de 5,5, donc un PER estimé à l'année prochaine à 5,5 fois les bénéfices. Donc c'est vraiment très très peu. Et c'est dans le but de réduire mon nombre de lignes que j'ai vendues. J'ai une moins-value de moins 10,7% et une période de détention de 104 jours. Deuxième société un peu cyclique que j'ai vendue, c'est Pujula. Pujula, pourquoi j'ai vendu? Parce qu'en fait, on a une activité cheminée industrielle qui va, selon moi, souffrir quand même. Les industriels vont moins investir sur cette année et 2023-2024. Ils vont se retenir un peu sur les, les dépenses qu'ils peuvent retenir, qu'ils peuvent repousser. Même si des cheminées industrielles, c'est pas forcément repoussable, je pense que si on avait prévu de changer des cheminées qui étaient dans un état comme assez convenable, mais qu'on voulait changer pour optimiser le, le, la sortie de fumée, en fait, on va pas repousser, enfin, on va pas acheter tout de suite, on va repousser cette dépense. Pareil pour les particuliers, les cheminées de poêle à granulés, ça va souffrir un petit peu et par contre les granulés, ça va être encore une année plutôt pas mal, je pense, mais en fait, ils ont prévu de pas hausser leur prix sur 2023 alors qu'on a toujours une hausse des intrants et des salaires. Donc pour moi, les marges sont pas tenables sur 2023. Et dans le but également de réduire mon nombre de lignes, Frédéric Coirier est un très bon gérant, mais bon, on est sur une société qui a de très faibles marges et qui est très concurrentielle. Donc j'ai une moins-value de moins 10% et j'ai une période de détention de 404 jours. On peut voir que j'ai eu de la chance dans ma vente ici, où la société, j'ai vendu, je sais plus, vers les 23-24 euros, et c'est descendu pile à fond sous les 20 euros. Donc j'ai bien fait de vendre parce que Coirier a dû vendre également. J'ai vu qu'il avait vendu un bloc d'actions puisqu'il a 70% du capital, et donc forcément il a fait baisser le cours. Ensuite, société, je vous ai parlé au début, dont je vous ai parlé au début, c'est Neurone que j'ai acheté, une très belle ESN française, donc une société des services du numérique, capitalisation 837,7 millions d'euros. Elle performe très bien, on est à plus de 36 euros, là c'était le 27 octobre, mais actuellement on est à plus de 36 euros. Donc c'est une société qui a une offre digitale globale en fait, elle transforme toutes les sociétés des clients, donc les systèmes numériques des clients, et elle est présente à la fois sur le conseil et les services du numérique. On a plein d'entités spécialisées, en fait c'est
C'est une fédération de PME, je dirais, neurones, et donc les entités spécialisées par métier, associant conseil, intégration des meilleures solutions technologiques du moment, sont regroupées en 3 pôles. Donc on a 3 pôles effectivement. Services d'infrastructure, donc 63% du chiffre d'affaires, services applicatifs 30% du chiffre d'affaires et conseil 7% du chiffre d'affaires. Et là en dessous, vous avez le détail de ce que font ces 3 pôles en fonction de leurs activités et de leurs spécificités. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans le rapport annuel, Neuro nous dit que globalement, le taux de récurrence du chiffre d'affaires est estimé à environ 70%. Donc, on a pas mal de run, c'est-à-dire des services récurrents, contrairement à la conception intégration qui est du build. Donc, on a 30% du chiffre d'affaires qui est du build et 70% qui est du run. Donc, au niveau du run, ce qui nous intéresse, la récurrence, c'est des services managés, infogérants, service desk, hébergement, cloud computing, cybersécurité. Et ensuite, en application support et tierce maintenance applicative, business process outsourcing. Donc, il faut savoir que ce business récurrent, il marche un peu moins que ce qui n'est pas récurrent. Et donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut faire du non récurrent. Et donc, forcément, le récurrent nous apporte de la visibilité sur plusieurs années. Et c'est ce qu'on aime chez Neuron, une très très belle visibilité au niveau des résultats chaque année. Ils nous déçoivent rarement, ils déçoivent rarement les analystes et le marché. Donc là, je vous ai mis les activités par zone géographique. On peut voir que on a des effectifs qui se répartissent pour 58% en Île-de-France, 26% en région et 16% à l'international. Et ce qui est très très intéressant, c'est que l'effectif international augmente petit à petit. On était à 11% en 2018 et on est passé à 16% en 2022. Donc la société s'internationalise. Ça, c'est plutôt pas mal. Là, je vous ai mis quelques chiffres. On peut voir en bas le tableau de financement. On voit que depuis 2000, la société accumule un trésor de guerre, toujours chaque année une croissance des free cash flow et de la trésorerie en fin de clôture. Et donc on peut voir par rapport à 2000 que là, en 22 ans, la trésorerie a fait x10. Et la capacité d'autofinancement en haut à gauche, on peut voir qu'elle est en très très belle croissance. Elle a fait un x2, plus d'un x2 en 9 ans. Le retour sur les capitaux employés dit par la société, c'est 46%. Pour rappel, donc c'est le ROCE. Et pour rappel, le ROCE, c'est le résultat opérationnel après déduction de l'impôt sur les sociétés, calculé au taux en vigueur, divisé par les capitaux employés, c'est les goodwill, les immobilisations et les besoins en fonds de roulement. Donc voilà pour ce qui est du retour sur les capitaux employés, même si Gros Focus m'indique un retour sur les capitaux employés un peu moindre. Conversion cash, on a 60%, c'est énorme. Et le bénéfice par action a plus que doublé lui aussi en 9 ans. Donc c'est vraiment une société très qualitative. Ensuite, au niveau du chiffre d'affaires, il a presque doublé en 9 ans. Au niveau des effectifs, qui est le nerf de la guerre de ce type de société, c'est de la matière grise. Il faut forcément qu'on ait une croissance des effectifs pour avoir une croissance de l'activité. On était à 4070 employés en 2013 et on est à 6400, donc on a une très belle croissance des effectifs. Le résultat net, on l'a vu juste avant, il a plus que doublé. Et le taux de résultat opérationnel est historique en 2022 à 11%. C'est une très belle marge pour ce type de secteur et de société qui fait ça simplement des services du numérique. Là, je vous ai mis la valo de Neuron, donc sur l'enterprise value sur EBIT, donc la valeur d'entreprise qui prend en compte la market cap, plus ou moins les dettes ou la trésorerie, et l'EBIT qui est un ratio du PNL, donc du Profit and Loss Statement, donc du tableau de résultat. Et en fait, il ne prend pas en compte, contrairement au PER, les effets, euh, les effets, comment dire, des résultats exceptionnels, pardon. Donc c'est plus fiable que un PER finalement ce ratio. Et je l'adore parce qu'on a la dette et on a également un ratio de marge qui prend pas en compte les effets exceptionnels, contrairement au PER. Au niveau du chiffre d'affaires, on peut voir qu'au premier semestre, on gagne plus 12,7%. Donc une hausse de 12,7% du chiffre d'affaires, c'est vraiment exceptionnel. C'est une des top sociétés du secteur qui publie au S1. Il y a Sword qui a publié une très très belle croissance également. Mais on est vraiment sur une société haute fourchette en termes de croissance du chiffre d'affaires au S1 2023. Résultat opérationnel qui fait seulement plus 6,75%, c'est dû au coût des actions gratuites. On voit que les produits financiers nets, on gagne presque 2 millions d'euros
avec la trésorerie qui a été placée, 170 millions d'euros de trésorerie qui a été placée, d'après ce que j'ai entendu. Ensuite, résultat net après impôt, on peut voir que du coup, ce petit pump de produits financiers nets a permis de faire un rattrapage au niveau des résultats financiers nets, puisqu'on fait plus 16,2% par rapport à l'année dernière, et la part de groupe fait plus 14,9%. Et enfin, l'effectif sur un an fait plus 8,8%. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est de la matière grise. Si on voit une décroissance de l'effectif, ça n'est pas très bon dans ce type de business. Ça veut dire que on va faire décroître l'activité. Donc là, c'est la lettre aux actionnaires d'octobre de Neuron. Et comme catalyseur, moi, je vois que la société a une très très belle croissance organique, une très très belle marge, et il prévoit quand même plus 10% de croissance du chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'année, et ils continuent à recruter, et ils sont confiants dans la capacité à maintenir sur le moyen terme une évolution 2 à 3 fois plus rapide que celle de son marché. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et ici, on a 170 millions de cash qui commencent à être placés à 3,6% sur des comptes à terme, et ils peuvent avoir en fait tous les mois en fait, ils peuvent sortir tous les mois les 3,6%, ils peuvent avoir en fait comment on peut dire ça? Ils peuvent avoir le résultat de leur placement à 3,6% tous les mois, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, ce qui change un peu, c'est que maintenant j'ai fait ce petit triangle, mon appréciation de la société. Donc au niveau de la qualité, elle est indéniable. On a une croissance, on a une qualité qui se traduit par un ROCE et un très bon management, Luc de Chamard, depuis la création de la société. Donc le ROCE est à 46% en 2022 selon la société, mais 18,5% en médiane ces 10 dernières années selon Groupe Focus. Donc la qualité, c'est coché. Au niveau de la croissance, on a un taux de croissance annualisé du chiffre d'affaires moyen sur 10 ans de 8%. Et au niveau de la valorisation, c'est plutôt intéressant. On a 9 fois l'enterprise value sur EBIT contre 9,5 ces 10 dernières années. Et on a un price earning de 17,6 versus 20,6 ces 10 dernières années en moyenne. Donc la société coche toutes les cases et c'est très qualitatif. Et on a une belle croissance. On a un beau futur pour cette société, avec un marché en croissance de la digitalisation autour de 4 à 5% par an. Donc sur Neuron, j'ai initié ma ligne, j'ai acheté 3 actions avec un PRU de 35,78 le 25 septembre, et donc ça fait un total de 107,33 euros. Vous voyez qu'en octobre, j'en ai également un peu racheté. Donc deuxième société des services du numérique, cette fois-ci disponible, elle, dans le PEA-PME, c'est Infotel. Infotel, c'est une plus petite capitalisation boursière, c'est 289 millions de capitalisation boursière, et pareil, c'est une ESN. Elle ne fait pas tout à fait la même chose que Neuron. Elle est plus centrée sur la data, donc elle récolte en fait, elle est plus orientée sur du traitement de data au niveau des grands comptes comme Airbus ou encore pas mal de banques. Et donc, on a 80% du chiffre d'affaires qui est du run, comme je vous l'ai dit avant, donc du service récurrent, ce qui se traduit sous de la tierce maintenance applicative tout en bas de la pyramide. En centre de service au forfait, c'est 75% du chiffre d'affaires et l'assistance technique, c'est 15% du chiffre d'affaires. Et ensuite, le consulting, digitalisation et c'est 20% du chiffre d'affaires. En bas, c'est de la récurrence qui marche un peu moins, et en haut, c'est pas récurrent, mais ça marche beaucoup plus. Et donc, il montre que l'évolution des métiers assure la pérennité et la complémentarité des activités. Le haut de la pyramide amène la rentabilité, alors que le bas de la pyramide amène la récurrence des affaires. Voilà ce que je vous ai dit sur Infotel. Au niveau du modèle économique, en fait, ce qui est intéressant chez Infotel, c'est qu'on a une petite partie logicielle qui est vendue sous marque blanche principalement. C'est IBM qui vend les logiciels de Infotel sous marque blanche. Et donc, on a des logiciels qui, j'espère, vont monter un peu en part du chiffre d'affaires par rapport aux services et qui vont forcément amener plus de récurrence et de marge. Et on a des sociétés pour l'aviation, je crois, pour les compagnies aériennes. Et on a des logiciels également de stockage et d'archivage qui s'appellent ArcSys. Et ensuite, on a des services. Et on a une très très faible part des logiciels dans le chiffre d'affaires. Donc, au niveau des services, prestations à valeur ajoutée, donc vous voyez, c'est un cercle, et on a 80% de chiffre d'affaires récurrent, donc 80% de chiffre d'affaires, c'est du run, donc de la maintenance, tierce maintenance applicative, plus ce qu'on a vu avant, c'est de l'assistance technique. Mais l'assistance technique en contrat pluriannuel. Ensuite, on a des recours variables à la sous-traitance. On a très très peu de taux d'intercontrat chez Infotel, c'est très très intéressant, on a 2% de taux d'intercontrat, c'est-à-dire que 98% des effectifs sont sur une mission, et ça,
ça permet d'avoir une meilleure marge. Distribution externalisée, cash flow important, trésorerie élevée. Le seul point négatif que je pourrais dire en fait sur Infotel et Neuron, c'est qu'ils n'ont pas une très bonne allocation du capital, c'est-à-dire qu'on a des trésoreries pléthoriques. On a 88 millions de trésoreries chez Infotel et 272 chez Neuron, et en fait, ils n'arrivent pas à allouer correctement cette trésorerie et ça reste dans les caisses. Contrairement à des meilleurs allocateurs de capital comme des sociétés comme Wavestone ou Sword, où on a une très bonne allocation du capital, voire même OB, on a une bonne allocation du capital. Donc ici, il montre comment les deux activités, services et les logiciels s'articulent autour de valeurs d'excellence au cœur de la transformation des clients. Donc ils accompagnent la transformation digitale des clients. Vous allez me dire en fait qu'est-ce qui change entre toutes ces sociétés du numérique, et en fait c'est leur portefeuille historique de clients. C'est-à-dire que depuis leur création, ils ont des grands comptes comme clients type Airbus, EDF, des banques, et en fait ils restent en partenariat historique avec les grands comptes et ils sont assez satisfaits. Et en fait il y a un certain un tout petit mot, c'est le coût de substitution. En fait, les grands comptes vont pas se risquer à aller chez un concurrent en perdant de la data et un bon dialogue et un partenariat historique avec ces petites ESN pour aller chez du Capgemini où forcément il y aura pas forcément en fait une meilleure rapidité au niveau des missions, une meilleure agilité, et donc en fait ils préfèrent rester historiquement avec plusieurs clients et plusieurs ESN qui ont chacune leur spécialité et leur spécificité. Donc voilà, ici, il n'y a pas grand-chose à dire. Agilité, croissance, rentabilité, récurrence, expertise, réactivité, voilà, c'est ce qu'on a chez les petites ESN en France et qui ont des très faibles parts de marché par rapport au Capgemini ou au Accenture. Et donc forcément, elles peuvent avoir une croissance, si elles augmentent leur part de marché de 1%, elles ont une croissance de 15%. Et pour Capgemini, qui a 15% de part de marché, pour augmenter leur chiffre d'affaires de, de 15%, il faut qu'ils trouvent 15% de part de marché. Donc c'est assez énorme. Donc on a une performance, je voulais vous montrer un petit peu une performance portée par la banque, finance et l'aéronautique. Banque sur le T3 qui pèse très fort sur les sociétés très exposées aux banques type Infotel et OB par exemple. Vous voyez que c'est banque finance, c'est 40% du chiffre d'affaires, industrie 27,3% du chiffre d'affaires. Donc finalement, ils sont très exposés à la banque finance assurance, à plus de 50% du chiffre d'affaires. Au niveau de la répartition du chiffre d'affaires par client, on voit qu'Airbus est un très très gros client d'Infotel avec 17,4% du chiffre d'affaires, suivi par la BNP, Banque de France, BPCE, Air France. Donc on a quand même Stellantis, Air France et Airbus qui sont des industriels et des compagnies aériennes, services transport, mais le reste c'est quand même des banques, finances, assurances. Tout comme chez Neuron ici, on retrouve des résultats, on commence à placer la trésorerie et donc on a un produit financier de 0,5 millions d'euros qui est en hausse de 547,8% par rapport au S1 2022. Et par contre, on a une légère baisse des marges, comme chez plus amplifiée que chez en fait Neuron. C'est à cause des actions gratuites et ils ont plus été impactés par les jours ouvrés en moins, les jours de travail, et donc ça a impacté l'activité. On peut voir que au T3, le chiffre d'affaires affiche une légère contraction de moins 1,6% sous l'effet conjugué d'un nombre de jours de travail inférieur au T3 2023 vs T3 2022 et d'un ralentissement des investissements, notamment dans le secteur bancaire. Donc sur 9 mois, on a une activité en croissance organique de 3,7%, mais parce qu'on a eu plus de 10% de croissance au T1 et ensuite on a une très très faible croissance sur le reste de l'année. Et ce qui est positif également comme catalyseur, c'est qu'ils ont recruté 490 personnes depuis le début de l'exercice avec en septembre un recrutement juste en septembre de 127 personnes. Donc ils confirment l'attractivité de la marque employeur d'Infotel. Et ainsi on a des effectifs à 3066 personnes et on est à un taux d'intercontrat de 2,1%, ce qui est très faible. Je crois que OB, on est à 93%, donc on a 7% de taux d'intercontrat, donc on est vraiment 2 à 3 fois plus élevé au niveau du taux d'intercontrat chez OB. Donc, comme catalyseur, moi je vois comme une certaine confiance du management qui maintient son objectif de surperformer le marché et poursuit sa feuille de route stratégique avec sérénité, encouragée par un environnement structurellement porteur. Et le groupe est confiant dans l'atteinte au second semestre 2023 d'une marge opérationnelle courante au moins égale à celle du premier semestre.
Donc on a 88 millions d'euros de cash qui commencent à être placés à plus de 2%, même si c'est pas l'allocation optimale du capital. Ils cherchent de potentielles acquisitions, même s'ils sont très très exigeants sur la qualité des et le prix des acquisitions chez Infotel. Et on a des recrutements qui sont en augmentation, donc je reste assez confiant à moyen terme sur la société. Donc au niveau de la qualité, c'est une société très très qualitative. Je ne sais plus comment s'appelle son dirigeant, mais ils sont là depuis le début et ils gèrent la société vraiment excellemment bien, sauf pour allouer le capital bien sûr. Au niveau de la qualité, du coup, on a un ROCE à 21,2% cette année, en ce moment, sur les 12 derniers mois et sur le S1 2023, contre 27,54% en médiane ces 10 dernières années. Donc on a quand même une certaine qualité avec un retour sur les capitaux employés très très fort sur ce type de société de services. Ensuite, au niveau de la croissance sur 10 ans, on a un taux de croissance annualisé moyen du chiffre d'affaires de 8,48%, avec une récurrence de 80% comme on l'a vu, donc c'est vraiment pas mal. Et j'ai mis une petite vignette orange parce que la croissance à court terme est impactée par le manque d'investissement des banques. Et Infotel est très exposé aux banques, donc finalement ça va décroître un petit peu. Et on a moins de visibilité à court terme, contrairement à du neuro. Donc l'entreprise value sur EBIT, la valorisation quant à elle est assez faible. On a 8,2 contre 10,4 ces 10 dernières années en moyenne. Et le price earning, on est à 14,5 contre 20,2 ces 10 dernières années. Donc on est plutôt pas mal, même si la société a bien rebondi depuis que j'ai préparé la présentation. Donc j'ai initié ma ligne, j'ai acheté 2 actions avec un période 49,24, donc ça fait un total de 98,49. Et vous voyez qu'en octobre, j'ai racheté un petit peu pendant la baisse. Et voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire sur Infotel. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser en commentaire. On continue avec la société suivante qui est Precia Mollen. Donc Precia Mollen, c'est une société française qui fait des services de pesage. Et en fait, sa stratégie, c'est je vends mon service, je vends mon système de pesage à mes clients. Et ensuite, en fait, je fais la maintenance et l'homologation, je fais le contrôle de qualité parce qu'ils ont besoin, en fait, c'est très très réglementé les systèmes de pesage pour ne pas avoir d'énormes douilles de la part des vendeurs ou que les clients se retrouvent trompés. Et donc chaque année, en fait, il faut qu'il y ait une vérification de la tare des balances. Et donc Precia Mollen vend son système de pesage, mais après il fait la maintenance et c'est ça qui est très très fort dans le business model de Precia Mollen. Donc on est vraiment sur une small cap française, sur 38 millions d'euros de capitalisation boursière, et on est sur l'industrie, même si on est industriel, mais on vend des services derrière, et c'est un business model très très bien et très très rentable, je pense. Donc ici, je vous ai mis un, un PDF de Philippe Lucchesi, de Finance Academy, un des meilleurs youtubeurs français sur la finance, et donc je vous conseille d'aller le suivre. Il suit Precia Mollen, et il suit pas mal de sociétés que j'adore comme Steph, Thermador, et également, je sais plus la société enfin, je sais plus après, mais je crois que j'ai remontré ces documents. Donc, petite présentation du groupe Precia Mollen, c'est un groupe c'est une société française qui a été créée en 1951. Elle est spécialisée dans les systèmes de pesage. Elle figure dans le top 5 mondial de ce secteur d'activité. Le groupe réalise la conception, la fabrication, la vente, l'installation, la maintenance, les réparations et la vérification des systèmes de pesage. Cela s'articule autour de 3 activités: la conception et fabrication des systèmes de pesage. Donc ils intègrent toute la chaîne de valeur. Donc là, c'est ce que je vous disais, la première partie où on crée les systèmes de pesage et on les conçoit. Intègre toute la chaîne de valeur, fabrication mécanique, assemblage de l'électronique, tout est réalisé en interne et notamment en France dans l'usine de Privas en Ardèche. Ensuite, les services, donc on a l'installation, la maintenance, réparation et vérification. Donc ça, c'est une très très bonne part du chiffre d'affaires de Precia Mollen et ça permet 50% de récurrence du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est ce qu'on adore. Ensuite, on a de la digitalisation des systèmes de pesage. Donc, on a des logiciels qui permettent la gestion d'opérations complexes, gestion des flux de camions en entrée-sortie de site, suivi d'une chaîne de production, etc., etc. Donc, business model très intéressant chez Precia Mollen. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que pour 158,4 millions d'euros, on a 10 millions d'euros qui est fait en Afrique et en Amérique et 15,5 millions d'euros qui est fait en Asie, notamment en Inde, où on a une très très forte croissance. Donc en fait, sur une small cap comme ça, on est diversifié indirectement grâce au secteur d'activité. Donc c'est assez intéressant, on a une croissance du chiffre d'affaires, on le verra après avec la présentation de Philippe.
Donc dans le rapport annuel, ils nous mettent bien que leur stratégie, c'est de développer le pilier international pour renforcer leur présence internationale et servir les clients où qu'ils soient. On a un pilier service, donc pour continuer à développer notre offre de service, pour soutenir les opérations des clients et pour offrir plus de récurrence. Pilier digitalisation, donc fournir des logiciels de traitement de données pour améliorer et analyser et améliorer la performance des opérations de nos clients. Donc, ils ont acheté une petite société qui s'appelle Creative IT. Ils ne l'exploitent pas encore à 100%, mais on a un développement prometteur sur cette société euh, et une complémentarité avec les autres services, les autres produits que propose Precia Wallet. Et les clients demandent des logiciels, donc c'est très très bon pour l'avenir de la société. Ensuite, on a un pilier recherche et développement, donc la société investit chaque année dans une cellule innovation pour développer des équipements et services innovants pour les clients. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a une entreprise familiale cotée à la Bourse de Paris depuis 1985. Il y a 45% de capital qui est flottant. On a des activités d'acquisition et de fusion qui sont récurrentes, soutenues par des partenaires financiers. On a une notation C3++ par la Banque nationale de France. Je ne sais pas si c'est bien, mais je pense que s'ils le mettent, c'est bien. Et en fait, ils choisissent de payer un dividende de 25% en payout chaque année. Ici, je vous ai mis un peu la carte de leur implantation et de leurs partenaires dans le monde entier. Donc on peut voir que pour 158 millions d'euros de chiffre d'affaires, ils sont quand même très bien diversifiés dans le monde entier au niveau géographique. Et c'est ce que j'apprécie chez cette société. Là, je vous ai mis les résultats du premier semestre. Donc on peut voir une très très belle croissance du chiffre d'affaires à 10,4%, de 10,4%, mais on a un résultat opérationnel courant ici qui fait x2 et un résultat net qui fait x2,2, donc c'est vraiment pas mal. Et on a un effet de base qui est favorisant avec des provisions S1 2022, donc l'effet de base est favorisant parce qu'on avait fait des provisions au S1 2022 de 1 million d'euros sur les capteurs, donc ça avait impacté le résultat opérationnel et on a fermé les pays en perte comme l'Australie et la Norvège avec un gain de 0,8 million d'euros sur ce niveau-là et on a de nouveaux entrants dans le résultat opérationnel comme le Sénégal ou la Nouvelle-Zélande, donc des acquisitions et des ouvertures de filiales. Là, on peut voir une très très belle performance économique. Ça, c'est le chiffre d'affaires. On voit qu'à partir de 2007-2008, l'accélération de la croissance externe à l'étranger pousse le chiffre d'affaires consolidé. Et encore une fois, c'est quelque chose, un document qui vient de Philippe Lucchesi. Je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne et à son offre expert où il suit pas mal de sociétés, où il va aux AG et aux réunions SVAF. Donc ici, comme catalyseur à court terme et à moyen terme, je vois une diversification internationale qui marche fort, comme l'Inde, où il y a une très très forte croissance avec une très très forte marge, et donc c'est très très prometteur pour la société. Le nouveau management se concentre sur la vente et la liquidation des filiales en perte, qui permet de booster leurs résultats opérationnels. On a la société, comme je vous ai dit, de données, la société numérique qui a été rachetée par Precia Creative IT, qui n'est pas encore utilisée à 100% parce que le management se concentre sur l'augmentation des marges en vendant les filiales en perte. On a une marge EBIT historiquement haute à plus de 10% actuellement, et on a un bon carnet de commandes à la fin du S1 2023 à 44 millions d'euros. Donc mon appréciation de la société au niveau qualité, la famille Escaraville est toujours au capital et c'est très très bien géré. On a un ROCE de 14,05% contre 14,07% en médiane ces 10 dernières années, donc ça c'est coché. Très très bon retour sur les capitaux employés, sachant que la moyenne du marché est à 8-9%, 7-8-9%, le CAC Mid and Small, donc on est très très au-dessus du marché ici au niveau des retours sur les capitaux employés. Au niveau de la croissance, on a un taux de croissance annualisé du chiffre d'affaires de 6,3% par an depuis 10 ans. On a une récurrence de performance avec 50% du chiffre d'affaires récurrent en service. Et au niveau de la valorisation, on est très très bon aussi. On a une enterprise value sur EBIT de 8,1 contre 9,1 en moyenne ces 10 dernières années. Et le price earning est à 14,9 fois contre 17 fois en moyenne ces 10 dernières années. Donc on est un peu sous-valorisé. On a un peu d'incertitude à court terme, même si la société a délivré un S1 2023 exceptionnel. Donc j'ai initié ma ligne avec 2 actions achetées à un PRU de 25,12. Ça me fait 5 actions, pardon, je sais pas pourquoi. Donc 5 actions à un PRU de 25,12, ça fait 125,62. Et donc vous voyez que c'est Philippe en fait qui m'a donné la fibre pour cette société.
parce que elle est très très qualitative et c'est une small cap, ça correspond parfaitement dans ma stratégie. Et en fait, je me disais que la société, en ne la connaissant pas, elle était très chère parce que c'était juste du système de pesage, mais avec le service derrière, ça donne 50% du chiffre d'affaires qui est récurrent. C'est une très très belle boîte. Ensuite, groupe Samsé, également suivi par Philippe. On est sur une société de distribution. Donc, vous connaissez sûrement Samsé si vous habitez dans le sud de la France ou principalement autour de Grenoble et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, parce que c'est le siège historique de la société, où c'est Samsé les auments bleus. Donc, vous voyez sûrement dans les zones commerciales, les zones industrielles, la société Samsé avec des points de vente. On a une capi de 541,8 millions d'euros. C'est un secteur industriel et c'est de la distribution. C'est de la distribution de matériaux de construction pour les professionnels et les particuliers qui a été fondé en 1920 et on a un siège social implanté à Grenoble en Isère. Le groupe, on va voir après, ils ont une partie donc distribution de matériaux de construction et des rénovations et une partie bricolage. Et donc on a 6400 collaborateurs, 350 points de vente et on est présent dans 55 départements plutôt sur la partie est de la France, du nord au sud et un peu sur l'ouest dans le sud de la France. Ce qui est intéressant, c'est que le groupe, il fonctionne en gestion décentralisée. En fait, on a plein de filiales et de marques différentes. Et c'est les anciennes qui se gèrent elles-mêmes. Et donc, comme je vous l'ai dit, on a deux activités. Et voilà ce que je voulais vous dire à peu près sur la société. Au niveau de la répartition par filière de distribution, on a un CA en 2022 qui fait 1,9 milliard une société qui fait 1,9 milliard de chiffre d'affaires. On a la négo spécialisée qui représente 57% du chiffre d'affaires, bois et menuiserie 10%, travaux publics 10%, carrelage 2% et bricolage 21%. Ensuite, la répartition pour l'activité négoce, donc je vous l'ai mis là, le gros œuvre 22%, isolation plaque de plâtre, pardon, 20%, cloison plafond également 20%, travaux publics, adduction d'eau 15%, donc on a fait l'acquisition de la Gémoise, ça a été fini en octobre, et donc l'adduction d'eau, c'est un segment très prometteur pour toutes les sociétés en France, libre-service, etc., etc. Et pour l'activité bricolage, les principales ventes sont faites dans le bois et la découpe pour 15%, le carrelage sanitaire 15%, le bâti 14%, rangement quincaillerie 10%, et après peinture décoration 10%, et le reste, c'est une toute petite partie. Samsé, on voit la qualité, parce qu'on a une très très belle croissance du chiffre d'affaires, sauf en 2009. Même en 2020-2021, on a réussi à maintenir l'activité. Donc, on a une très très belle croissance du chiffre d'affaires. En ligne droite, ça montre une très très belle qualité. Pareil pour le résultat net, si on aligne ça avec la croissance du chiffre d'affaires, on est à peu près régulier. Bon, on est un peu plus en dents de scie parce qu'il y a des effets, il y a des impacts euh, plus variable sur le résultat net, mais on est quand même en croissance significative par rapport au début de la société et on a quand même une ligne droite qui se dessine en très belle croissance. Là, je vous ai mis l'entreprise value sur EBIT de Samsé. En moyenne sur 20 ans, on est à 10,2 fois contre 7,4 fois actuellement, donc on est assez sous-évalué en ce moment. Le marché price une grosse récession, etc. Mais je trouve que les résultats sont assez corrects, même s'ils sont en baisse. Là, je vous ai mis un graphique que l'on peut trouver sur le groupe Thermador, donc la croissance, enfin le cours de l'action dividende réinvesti. Là, en orange, c'est Thermador, un dividende réinvesti sur 10 ans. En jaune, orange, c'est Samsé, dividende réinvesti sur 10 ans. Et ensuite, en vert, c'est le CAC Mid and Small. Et en bleu, c'est le CAC 40. Donc on peut voir une très très belle performance de Samsé qui fait 312% donc sur une base 100 en 10 ans. Donc ça fait, si vous aviez mis 1000 euros dans Samsé il y a 10 ans, vous se seriez retrouvé avec 3120 euros, 3120 euros actuellement. Donc on a une très très belle croissance du cours qui suit finalement la performance économique de la société. Pareil pour Thermador, une société que j'adore. Et on est à 284% de performance, donc c'est vraiment pas mal. Au niveau des résultats du S1 2023, on peut voir ici que le chiffre d'affaires est encore en croissance de 1,5%, mais la marge commerciale, elle diminue, la marge commerciale brute consolidée, elle diminue de moins 3,5%.
Au niveau du taux de marge commerciale brut, on est à 33,18 contre 34,47. Et on voit que on arrive à faire des efforts sur les achats non stockés. La marge brute, ça fait diminuer elle diminue la marge brute consolidée. Les charges de personnel, elles augmentent de 2,6%, donc notamment avec le recrutement et la hausse des salaires. Les charges externes, elles augmentent de 11,2%. On a un peu plus de dotation que l'année dernière. Et autres produits et charges d'exploitation courante, on augmente de 24,4%. Donc forcément, on a un effet ciseau sur le résultat opérationnel courant qui est à moins 18,9%. Encore une fois, je vous ai mis un document de Philippe de Finance Academy, donc il faut aller vous abonner, c'est très important, parce qu'il crée de la qualité. Et il a une offre expert, mais il offre souvent pas mal de produits de reporting, et donc franchement, il est très très offrant là-dessus, et moi je le remercie là-dessus. Donc ici, au niveau du tableau de flux de trésorerie, SAMC génère encore beaucoup de cash, nous dit Philippe. Ci-dessous, les S1 sur 6 ans, et on voit que au niveau de la CAF, on est sur un niveau encore très élevé, hein, sachant que les années 2022-2021 étaient exceptionnelles. Et donc on est encore à 70 millions de capacité d'autofinancement, c'est assez énorme. On voit qu'on a beaucoup investi parce qu'en fait, ils rachètent des camions, parce qu'ils font la livraison aux clients direct sur place, et donc ils ont besoin de camions. Et donc ils ont investi massivement, et on a offert toujours ce gros dividende de 16 euros par action. Donc ça fait moins 55 millions d'euros au niveau du versement de dividendes, au niveau de la trésorerie, mais on a quand même une trésorerie à la clôture de 95 millions d'euros, donc c'est vraiment pas mal. La, la capacité d'autofinancement se maintient, et le besoin en fonds de roulement est bien géré, parce qu'on peut voir que la variation du besoin en fonds de roulement est moindre que l'année dernière, où on a moins 90 millions d'euros de besoin en fonds de roulement, et là on a moins 57 millions de besoin en fonds de roulement. Donc très très bonne gestion de la société. Et donc, moi, je trouve que le T3, il tient vraiment pas trop mal sur une base de comparaison défavorable, et on a une bonne surprise de la partie bricolage. Donc, on peut voir que sur l'activité négoce, on perd sur le T3 moins 4,8% en chiffre d'affaires, et sur les 9 mois, on est à moins 1% seulement. L'activité bricolage, on est à 3,8% de croissance, donc c'est vraiment pas mal, et on est encore en croissance sur ce T3 de 1,9%. Et je vous ai mis en dessous, on surperforme le marché parce que le marché sur 9 mois est en croissance au niveau du bricolage de 0,2%, et SAMC est à 3,8%, donc il surperforme euh, la moyenne des sociétés de vente d'outillage et de bricolage. Donc comme catalyseur à court terme, je vois la prime rénov qui augmente de 2,4 à 4 milliards dès 2024, et cela devrait porter les activités sur la rénovation des bâtiments, qui représentent, pour rappel, 50% du chiffre d'affaires de la négoce, et la négoce c'est 80% du chiffre d'affaires total, et le reste, les 20%, c'est le bricolage. Donc on est plutôt positivement impacté sur cette chose-là. Ensuite, on a les certificats d'économie d'énergie. Donc c'est un autre mécanisme pour financer la rénovation énergétique payée par les fournisseurs d'énergie pour les plus gros, Engie, Total, etc. Et de 2026 à 2030, les enveloppes budgétaires pourraient doubler, passant à 12-13 milliards d'euros par an, donc c'est énorme. Ensuite, comme catalyseur, je vois le marché de l'adduction d'eau, avec un gros potentiel à court terme, moyen et long terme, parce que les taux de fuite dans les réseaux enterrés se situent vers les 20%, donc c'est énorme, on perd beaucoup d'eau potable. Il y a beaucoup de petits acteurs, ça représente seulement 8-9% du chiffre d'affaires du groupe, et là on a racheté la Gémoise, donc c'est un point positif et un booster de croissance pour la société. Au niveau de mon appréciation de la société, c'est une des meilleures sociétés au niveau de l'alignement des intérêts avec les minoritaires, parce qu'on a non seulement euh, les minoritaires qui sont bien traités, mais on a les salariés qui sont au capital et les managers qui sont toujours au capital. Donc historiquement, on a vraiment un alignement parfait des intérêts, et on l'a vu pour le rachat de, je sais plus comment elle s'appelle, cette société qui était sortie du capital. Mais en gros, il y avait une société de private equity, non, CRH, voilà, c'est ça. Il y avait la société CRH au capital, et la société SAMC a décidé de racheter la partie CRH avec l'aide des salariés. Donc les salariés ont mis la main à la pâte, et ils sont endettés au niveau de la holding de Dumont pour sortir CRH du capital. Et donc c'est pour ça qu'on a un gros dividende actuellement, mais du coup on a quand même un alignement top au niveau des intérêts. Au niveau de l'entreprise value sur EBIT, au niveau de la qualité, oui, donc top alignement des intérêts. Au niveau du ROCE, on est à 12% contre 9,17% en médiane ces 10 dernières années.
Au niveau de la croissance, on a quand même une croissance annualisée du chiffre d'affaires sur 10 ans de 5,38% par an. Mais à court terme, on n'a pas de visibilité. C'est pour ça que j'ai mis orange et rouge ici en pastille. Au niveau donc de la valorisation, par contre, on est plutôt pas mal. Ça price bien l'incertitude actuelle. On a 7,4 fois l'enterprise value sur EBIT contre 10,2 ces 20 dernières années en moyenne. Et on a un price earning de 6,5 contre 10,4 en moyenne ces 20 dernières années. Donc la valorisation est au tapis. Donc SAMC, j'ai racheté une action à 170,35 euros le 8 septembre et on a une belle baisse par la suite, mais c'est pas grave, je reste confiant. Au total, j'ai 2 actions avec un PRU de 183,41 euros. Ensuite, société suivante que j'ai racheté, c'est Guillain, que je connais bien maintenant. Je suis allé à l'Assemblée Générale et on va voir plus tard que j'ai fait 2 vidéos dessus qui sont assez intéressantes si vous vous intéressez à la société. Donc Capi, 488 millions d'euros et c'est une société qui fait des emballages pour l'industrie agroalimentaire et les métiers de bouche en France. Donc c'est principalement de l'emballage plastique, mais ils font également maintenant de l'emballage carton, papier et pulpe, même si c'est une très faible part de l'activité. Donc activité du groupe, les activités du groupe, c'est le secteur emballage pour 95% du chiffre d'affaires et l'emballage est à destination des métiers de bouche, comme je vous l'ai dit, commerce traditionnel, chaîne de restauration, grande distribution, collectivité, fruits et légumes, industriels de l'agroalimentaire. Au niveau de l'activité du secteur matériel, c'est 5% du chiffre d'affaires. Ici, je me suis un peu fail sur ma présentation. Et en fait, il conçoit et distribue les équipements suivant à destination de la logistique de liaison froide et liaison chaude. Donc en fait, c'est les chariots de froid pour les cantines, que ce soit dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les maisons de retraite. Donc que ça soit des espèces de frigos réfrigérants roulants ou des frigos chauffants pour maintenir les plats au chaud. Donc ici, je ne vais pas vous présenter la société parce que vous verrez après que j'ai fait une très très bonne analyse dessus, très très longue, 1 heure et demie. Et donc mon appréciation de la société, c'est qu'on a de la qualité avec un alignement avec les minoritaires, sauf qu'on a une mauvaise communication de la part de la société. On a un ROCE à 13,19% contre 14,38 en médiane ces 10 dernières années. Au niveau de la croissance, à court terme, elle est impactée négativement par la baisse de la consommation alimentaire. On a les chiffres. Chez Steph, il nous donne les chiffres. Et donc, on peut voir que la consommation alimentaire ralentit et est en baisse et va être en baisse sur cette année 2023 par rapport à 2022. Mais on a quand même un taux de croissance annualisé sur 10 ans du chiffre d'affaires de 6,9% qui est fait principalement en croissance externe et avec une augmentation des gammes de produits vendus. Parce qu'on a plus de 21 500 produits en vente chez Groupe. Et ensuite, au niveau de la valorisation, on est plutôt pas mal au niveau du price earning. On est à 7,5 fois les bénéfices contre 9,4 fois les bénéfices en moyenne sur 20 ans. Et l'entreprise value sur EBIT, on est à 6 fois contre 7,5 fois ce ratio sur 20 ans. Donc, on est vraiment pas mal. Donc, au niveau des vidéos, je vous ai fait une analyse fondamentale. C'est les dernières vidéos de ma chaîne. Donc 1h29 d'analyse fondamentale où on creuse tous les détails de la société. Et là, je vous ai mis les résultats du S1 2023 et c'est plutôt surprenant et ça a agréablement surpris le marché, ces beaux résultats, même si on a beaucoup d'incertitudes à court terme, notamment avec la consommation alimentaire qui diminue et un texte de loi qui va être voté au Parlement européen qui est très, très critiqué sur le plastique et donc qui pourra impacter la partie du business de Guilla et qui pourrait impacter négativement très fortement les résultats. Donc j'ai renforcé ma ligne avec 5 actions achetées à 25,12 euros pour 125,62 euros. Et au total, j'ai 13 actions avec un PRU de 24,99. Ensuite, dernière société qui est encore une fois une ESN, c'est Obey. C'est une société des services du numérique. Pareil, une capi de 414,9 millions d'euros. J'ai fait une erreur en moyennant à la baisse, mais actuellement on a un très très fort rebond. En fait, je voulais alléger cette société parce qu'actuellement c'est ma première ligne en octobre-novembre, mais on a un très très beau rebond. Donc je laisse le momentum faire les choses. J'ai moyenné à la baisse alors que je ne devrais pas, mais si ça continue à monter, je garde cette société. Donc voilà. Donc c'est une société qui a été fondée par Christian Aubert en 98 et le directeur général qui est Philippe Rabas, il est présent depuis 2004, donc ça montre vraiment la qualité du business. Là, je vous ai mis quelque chose que dit Louis Defels de Gay-Lussac Gestion et Mehdi.
qui adore ce terme également-là, ne jamais sous-estimer le potentiel de baisse d'une action. Et vous voyez que depuis le plus haut, au 31 décembre 2021, on a une baisse de 50% du cours de la société. Donc, le potentiel de baisse a été énorme et la société a continué à baisser comme jamais, mais on voit une légère reprise actuellement. Pourquoi fallait se méfier de ces sociétés et je n'ai pas trop fait gaffe, c'est qu'on a une baisse des effectifs, comme je vous l'ai dit, sur les ESN. Si on n'a pas une augmentation des effectifs, c'est pas bon à court terme parce que c'est grâce à ça qu'on augmente notre chiffre d'affaires. Donc on a une baisse de 1% des effectifs par rapport à la fin 2022 et de 2,6 par rapport au T1 2023 parce que c'était le plus haut en termes d'effectifs. Le turnover est très élevé quand même chez OB avec 26% contre 12,4% chez Infotel et moins de 10% chez Sword par exemple. Donc il faut surveiller ce turnover. On voit vraiment ici un gros ralentissement sur le T3. Donc on a seulement plus 2,5% de croissance du chiffre d'affaires en dépit d'un effet calendaire défavorable, moins un jour ouvré de facturation. Ils disent que la normalisation de la demande se confirme et les opportunités sont nombreuses et l'attentisme est plus marqué chez certains. L'attentisme est plus marqué dans l'engagement des budgets chez certains acteurs du secteur banque finance, comme je vous l'ai dit, avec Infotel. Ici, il faut se méfier sur OB de l'Italie qui est en fait, il surstaff et en fait, il y a trop d'employés pour le travail qui a à faire. Et en fait, cette filiale est mal gérée et elle pose problème à OB. Donc on a quand même un taux d'activité qui est à 93%, donc c'est plutôt pas mal, c'est de nouveau en augmentation. Et par contre, on a fait un profit warning, on a baissé la guidance. Donc le chiffre d'affaires baisse de 1,85% en borne haute et 1,88 en borne basse, mais c'est sur la marge où on a été beaucoup déçus parce que sur la borne haute, ils abaissent la guidance de 16,6% et sur la borne basse de 18,75%. Donc c'est chiant. Et c'est une grosse baisse de guidance quand même. Donc OB, j'ai renforcé ma ligne avec 3 actions à 40,20 euros pour un total de 120,60 euros. Et au total, j'ai 14 actions avec un PERU de 43,94. Au niveau du dividende, ils ont toujours haussé le dividende depuis l'origine et on a un très beau dividende yield actuellement. Donc là, on arrive sur la fin. La contribution à ma performance, on peut voir que sur ce mois de septembre, j'ai pas beaucoup de sociétés qui ont tenu, sauf Orsero, distribution de fruits et légumes italienne. Technip Energies, donc ça fait 8,80%. Technip Energies qui fait 7,14, GIL qui fait 6,20 et Infotel et Trigano qui font seulement 0,70 et 0,63. Par contre, Katana, Veralia, Fountaine Pajot, ça prend plus de moins 10. Pareil pour Scanfil, pareil pour LDC. Donc j'ai eu beaucoup de détracteurs sur ce mois de septembre. Au niveau de ma performance ma performance top picking vs les indices, on peut voir que depuis le début de l'année, je suis à moins 0,9%. Le CAC Mid Small est à 0,7%. Le CAC 40 est à 12,6%. Et le Stoxx Europe ex UK Small Cap est à 2,8%. Donc je me fais détruire, mais je suis assez confiant là. Ma stratégie tourne bien et j'espère pouvoir repasser devant certains indices avant la fin de l'année. Donc là, je vous ai mis mes plus grosses lignes, Steph, OB, LDC, Algil, Samsey, S2I, Fontaine Pajot, Katana, Technip, Sebab, donc Clinica Baviera, Veralia, Trigano, Viel, Orsero, voilà. Donc là, vous avez mon portefeuille, en gros, ici. Au niveau des secteurs, ça n'a pas beaucoup changé, sauf l'industrie qui a baissé de 2% par rapport au M-1. On a également la consommation discrétionnaire qui a baissé de 1% et la technologie qui passait à 17% avec l'achat de pas mal de SN. Au niveau de la croissance des dividendes, on peut voir que actuellement je suis à plus 14% de croissance de dividendes par an. Le dividende yield augmente un petit peu à 3,67% vs 3,17% le mois dernier. Les dividendes augmentent également, je suis à 212 euros de dividendes contre 190 le mois dernier. Et la valeur du portefeuille diminue parce qu'on prend moins 7% sur ce mois, comme on l'a dit au début. Donc petit moment pub et de l'argent gratuit pour vous. Donc actuellement, vous avez pendant une semaine l'offre chez Boursorama, vous avez 150 euros offerts avec mon code parrainage qui est ici PAPR 6994 et le lien en description. Donc c'est de l'argent gratuit que vous pouvez investir en bourse, ça prend 10 minutes, vous clôturez votre compte et vous allez gagner 150 euros.
Ensuite, Trade Republic, c'est le compte titre que j'utilise pour investir dans des ETF Smart Beta, notamment le World Momentum, World Value, World Small Cap. Donc c'est très très facile et vous avez une action offerte de l'ordre ça va de 0 à 200 euros, la fraction d'action offerte ou de TF offerte. L'Inxea, si je vous conseille l'Inxea Spirit 2, c'est le contrat d'assurance vie que j'ai et vous pouvez investir dans des SCPI et dans le fonds Indépendance et Expansion, Europe et France de William Higgins. Donc c'est assez intéressant. Et vous avez 50 euros offerts en carte cadeau avec mon lien de parrainage. Bourse Direct, c'est mon PEA et mon PEA PME. Vous avez 50 euros offerts si vous passez par mon code parrain qui est 2021 17 83 819. Donc c'est le meilleur PEA. Le service client est très réactif. Et enfin, Fortuneo, vous avez 130 euros offerts pour l'ouverture d'un compte bourse. Donc si vous voulez pas de compte Fortuneo, vous ouvrez un CTO, vous déposez 1000 euros et vous gagnez 130 euros et ensuite vous récupérez votre somme en virement. Ou si vous voulez un PEA ou un PEA PME, je sais qu'ils sont vraiment pas mal. Donc vous posez 1000 euros et vous recevez 130 euros en plus. Donc c'est vraiment pas mal. Et Realty, c'est l'immobilier tokenisé aux États-Unis. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo, vous me dites en commentaire, mais vous avez mon lien en description. Et moi, j'ai 600 euros sur Realty à 10% de rendement de distribution des loyers. Donc c'est vraiment intéressant quand même aussi en diversification. Donc je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker la vidéo et de me dire en commentaire si un recap trimestriel, un bilan trimestriel, ça vous convient, quelle société vous avez en watchlist et quelle société vous intéresse vraiment que je fasse une vraie analyse fondamentale dans les sociétés que je vous ai présentées rapidement ici. C'était Invest Academy, ciao ciao.